Soutien du rappel, le Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme a décidé de s'investir pour sa réélection. Souleymane Ndéné Ndiaye, Serigne Mbacké Ndiaye et compagnie ne légitiment pas la candidature de Karim Wade au sein du PDS. Vous les entendrez dans ce journal. Tabaski 2019, à 2 semaines de la fête, la ministre de l'Élevage met en garde les maires qui n'ont pas encore procédé aux cotisations pour l'approvisionnement en moutons. Aminata Mbengue Ndiaye révèle par ailleurs que l'État a pris toutes les dispositions pour que le bétail soit accessible aux populations. L'amnistie de Simone Gbagbo, un grand pas vers la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Selon les ressortissants ivoiriens basés à Dakar, ils se sont prononcés en marge du lancement des festivités marquant le 58e anniversaire de l'indépendance de leur pays, à suivre également au cours de cette édition. Et puis en sport, présentation du Dakar Arena, un joyau qui s'annonce à son heure et qui exauce les souhaits du monde sportif. Visite guidée du complexe sportif à quelques heures de son inauguration demain par le président Macky Sall dans la page des sports. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. À 6 mois de la présidentielle, le président Macky Sall peut compter sur le soutien de certains libéraux. Il s'agit entre autres de Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Samba Mboup, Serigne Mbacké Ndiaye, pour ne citer que cela. Ils viennent de mettre en place le Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme et comptent s'investir pour la réélection du président Macky Sall. En conférence de presse, ils sont revenus sur la candidature au sein du PDS et ont proféré des critiques quand même assez acerbes à l'encontre de Karim Wade. Le compte-rendu de cette conférence de presse avec Chérif Dia. Certains pourraient être surpris de les voir aujourd'hui défendre le bilan du président Macky Sall qu'il compte réélire en 2019. Mais qu'à cela ne tienne, Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Samba Mboup, Serigne Mbacké Ndiaye, Fabouli Gaye et compagnie assument leur acte. J'ai rejoint un ami avec lequel il y a d'abord des relations personnelles. Mais j'ai rejoint un acteur politique aussi qui a un bilan que j'apprécie. Notre objectif n'est pas de déstabiliser le PDS. Ça, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les libéraux et tous ceux qui pensent devoir soutenir la candidature de Macky Sall nous rejoignent pour qu'ensemble, avec Benno Bokk Yakaar, avec l'APR, nous puissions assurer la réélection du président Macky Sall dès le premier tour. C'est ça l'objectif. La page du bilan tournée place maintenant au règlement de compte avec les Wade, surtout Karim. Je n'ai jamais trahi Abdoulaye Wade. Vous savez que je suis loyal, que je suis courageux. Et il savait aussi, quand il choisissait les candidats du PDS, qu'il n'avait pas besoin de m'appeler parce que j'allais refuser de le suivre. Parce qu'il a personnellement pris son téléphone pour appeler Massamba et Mademba et leur dire « Écoutez, c'est Karim notre candidat ». Ces gens-là, ces cadres qui sont autour de lui, ils n'ont pas faïda. Ils ont pas mais top Karim président. Comment Karim président? Comment les Sénégalais vont voter quelqu'un qui a détourné les deniers publics de ce pays? Vous croyez que les Sénégalais... Mais Karim, je me donne Macky, je vais présenter où il n'aura rien du tout. Parce que dans la perception des Sénégalais, ce gosse-là, c'est un rat. Le jour où il sera nommé président de la République, il va transférer tous les coffres forts du trésor chez lui. Après l'Alliance pour la République et Benno Bokk Yakaar, rappelle Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme vient en renfort pour soutenir la candidature de Macky Sall à la quête d'un second mandat dans 6 mois. Puis au cours de cette conférence de presse, Souleymane Ndéné Ndiaye a fait savoir qu'il s'est impliqué personnellement pour la libération de Karim Wade. Après sa condamnation, il y avait selon lui d'autres médiateurs parmi lesquels le défunt khalife général des Mourides, Serigne Sidi Makhtar Mbacké, Maître Madické Niang ou encore Youssou Ndour. Nous restons avec Souleymane Ndéné Ndiaye justement qui, on s'en souvient tous, au lendemain de la deuxième alternance avait soutenu que les transhumants devaient être fusillé. Et bien depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et nos reporters ont tenu ce matin à lui rappeler sa déclaration. Écoutons sa réponse. Sur la question, je pense que je n'ai pas besoin d'y revenir. Moi, j'ai un parti politique. Nous avons un parti politique
qu'on a mis en place avec d'autres. Je n'ai pas quitté un parti pour aller adhérer à un autre parti. Je n'ai pas transhumé. Je ne transhumerai pas. Je ne quitterai pas mon parti pour aller militer dans un autre parti. Vraiment, ça, c'est un débat qui reste entre vous. Continuez à l'agiter. Moi, je ne parle pas de ça. J'ai autre chose en tête. C'est la réélection du président Macky Sall. Nous restons avec cette conférence de presse pour parler cette fois-ci de Serigne Mbacké Ndiaye pour sa part qui prédit un plébiscite pour Macky Sall dans toutes les régions sauf dans la capitale de Dakar où il avoue que la bataille sera difficile. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'ancien porte-parole de Maître Wade a décidé de transférer son vote dans la capitale. Nous l'écoutons toujours au micro de Chérif Dia. Le chef également a besoin de montrer qu'il est confiant. Alors, j'ai donné un exemple. Quand on allait à l'élection présidentielle 2012, Wade avait au moins 4 candidats en face de lui, dont chacun pouvait avoir en moins 10%. C'était Macky qui a eu 24%, c'était Niass qui a eu 14%, c'était Tanor qui a eu 11% et c'était Idriss qui a eu 7%. Mais regardez les candidats qui sont en face de Macky. J'ai le plus grand respect pour eux, comme pour tous les hommes politiques, mais aucun d'entre eux ne pourra atteindre la barre de 5%. Donc il est tout à fait normal qu'il soit confiant aujourd'hui. Je considère, et je n'ai pas attendu la déclaration du président Macky Sall pour le dire, sur les 14 régions que compte le Sénégal, Macky va être plébiscité dans les 13. Maintenant, au niveau de la région de Dakar, je l'ai toujours dit et répété, le combat va être dur. Il va être majoritaire à Dakar, mais pour dépasser la barre de 50%, ça va être un combat très dur. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, moi, je ne vote plus dans mon fief de Thiès et de Khombole, mais je vote maintenant à Dakar, parce que je sais que le combat politique sera à Dakar, il gagne largement dans les 13 régions, mais à Dakar, il faudra se battre. Et je n'ai pas attendu sa déclaration pour le dire, je l'ai toujours dit. C'est la raison pour laquelle je vote à Dakar. Allez, parlons tout à fait autre chose. À présent, la Tabaski, les maires qui n'ont pas encore mis les mains à la poche doivent le faire le plus rapidement possible pour éviter toute surprise. Les mises en garde sont du ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, assure toutefois que l'État a pris toutes les dispositions pour que le bétail soit accessible aux Sénégalais. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdourahmane Diallo. Comme il le fait chaque année, cette année également, toutes les mesures de facilitation pour permettre aux éleveurs venant des différentes régions du Sénégal, mais venant également des républiques sœurs de la Mauritanie et du Mali, donc toutes les dispositions ont été prises pour rendre fluide le corridor Dakar-Bamako, le corridor également Dakar-Nouakchott pour permettre un approvisionnement correct de notre pays en moutons de Tabaski. Nous avons également discuté avec les transporteurs au niveau du ministère en charge des transports terrestres pour permettre d'avoir des prix conseillés pour le transport du mouton et permettre également des prix accessibles aux populations du Sénégal. Donc l'approvisionnement des marchés se poursuit. Rappelez également la stratégie d'intervention que nous avons retenue pour la mise en œuvre de ce projet. L'appel que je devrais lancer aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'une centaine de communes qui ont déjà fait leur initiative, qui ont déjà mené cette initiative, qui ont déjà concrétisé ce projet dans les différentes régions du Sénégal. Je voudrais convier tous les autres maires du Sénégal qui ne sont pas encore dans l'initiative de prévoir dans leur budget de 2018, ils l'ont d'ailleurs déjà fait d'après ce qui nous a été dit, pour que ce projet puisse se généraliser à travers l'ensemble des communes du Sénégal. Allez, on s'intéresse à cet avis à présent. Si vous travaillez à la délégation à l'entrepreneuriat rapide, eh bien, cette information pourrait vous intéresser. La Fédération sénégalaise des associations de personnes vivant avec un handicap demande un traitement spécial. En plus d'une ligne de crédit qui lui sera affectée, eh bien, cette couche vulnérable souhaite la création d'un guichet qui lui sera également réservé et pour cause, à cause de leur handicap, ces personnes veulent un dispositif particulier qui sera adapté à donc leur mobilité qui est réduite. Je vous propose d'écouter Ndaïda Guégué, elle est la représentante de la fédération. Nous l'écoutons au micro de Ibokana. Par rapport à l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, nous savons que certaines personnes handicapées ont pu en bénéficier, même des femmes qui font partie de certains cadres aussi. Mais ce que nous voulons réellement, ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse avoir un guichet unique pour les personnes handicapées. Donc vraiment un bon montant qui permettra vraiment de financer les femmes et les jeunes handicapés porteurs de projets. Donc,
tous les critères seront respectés au même titre que les autres en ce qui concerne les documents à fournir, mais en ce qui concerne aussi le paiement des crédits, parce que nous savons que ce n'est pas des fonds perdus, donc c'est des financements, des prêts qui sont octroyés. Donc nous demanderons à nos membres, nous les sensibiliserons davantage pour qu'ils puissent emprunter, donc prendre du crédit, mais qu'ils puissent aussi payer à temps, parce que là aussi c'est un autre élément très important. Retour à présent sur cette déclaration du président Sall hier au cours de la remise de financement par la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Une communication autour du fonctionnement de notre administration, de la nécessité pour les agents de l'administration d'assurer un meilleur service aux populations. Et bien, au lendemain de cette recommandation du chef de l'État, nos reporters ont tâté le pouls des populations à ce sujet. Nombreux sont ceux qui se plaignent encore des tracas liés à l'obtention de certains dossiers, cher Diop. Ils sont nombreux à rencontrer des difficultés dans les administrations lorsqu'il s'agit de régler certains dossiers. Ce que reconnaît ce Sénégalais. Si nous voyons le contexte actuel, l'administration sénégalaise, bon, on peut dire, ne fait pas trop son travail. Parce que pour pouvoir, si vous voulez un papier, il te faut une journée que vous devez consacrer pour avoir ce papier-là. Généralement, les gens qui peuvent payer, généralement les gens les plus nantis, bon, prennent toujours le pas sur ceux qui sont les plus pauvres. De l'avis de cet employeur, il faut des punitions à l'égard des personnes qui ne respecteraient pas les normes d'une administration. Encore une fois, le travail est régi par des règles. Ces règles-là, nous devons tous les respecter, employeurs comme travailleurs. Toutefois, il reste conscient de l'importance d'une administration dans un pays. Dans notre pays, souvent, les services, les administrations sont décriées par rapport à cela. Un bon manager, mais aussi des moyens. Parce que quand vous n'avez pas de moyens pour faire votre travail, vous ne ferez pas. Ces citoyens font appel au respect strict des chartes qui régissent le fonctionnement d'une administration dans tous les secteurs pour une bonne marche du pays. Premier pas, la bonne personne à la bonne place. Focus sur cet atelier initié par le CNRA depuis hier qui se poursuit jusqu'à demain et qui porte sur le thème de la publicité. Une des recommandations de cette rencontre, le respect d'un des principes sacro-saints du métier, l'équidistance, est bien une invite de l'organe de régulation diversement appréciée par les acteurs du milieu. Mambiram Djoufa. Des pratiques et comportements que le CNRA relève comme n'étant pas compatibles avec l'éthique. L'animateur, le journaliste, invité à rester dans leur champ d'action, ce qu'approuve le président du Conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse. Effectivement, un animateur, un journaliste ne doit pas faire de la publicité si cela n'est clairement défini. Donc c'est pourquoi c'était un rappel, parce que malheureusement, il n'y a pas actuellement au Sénégal une loi qui soit en adéquation avec la réalité de la publicité dans le secteur des médias. Parce que la loi que nous connaissons, elle date de 1983. Dans cette loi, il y a beaucoup de confusion sur la chaîne des valeurs. C'est ce qui fait que tout le monde peut tout faire à la fois. Alors que dans la chaîne des valeurs que nous allons tenter de définir, il faudra différencier les différents métiers. Annonceurs, agences de communication, agences de production. Pour l'animateur Didier Calz, certes il y a des limites, mais rien de grave. À mon avis, je trouve que c'est très normal, parce qu'un animateur aussi, il est appelé peut-être à saluer ses amis à l'antenne, des fois parler à ses amis ou ses auditeurs. Et je ne trouve pas de problème à ce niveau. Mais je pense que la priorité était d'interdire systématiquement les publicités mensongères qui consistent à donner à des gens qui pensent pouvoir régler l'ensemble des problèmes des populations à travers du charlatanisme. Et le Sénat ferme les yeux par rapport à ça. Des sanctions suivront bientôt, déclare le président du CEDEPS. Supposons, dans le cas du journaliste, on peut lui retirer sa carte de presse. Aux animateurs, journalistes, le CNRA leur rappelle leur engagement en évitant de faire de la publicité ou de s'adonner à d'autres pratiques qu'ils jugent malsaines. Et puis ces professionnels de l'information que vous venez de voir sur ces images s'exprimer en marge de l'Assemblée générale des radios associatives et communautaires. Les membres en ont profité pour dresser la liste non exhaustive de leurs difficultés, des difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Le président de l'URAC est toujours avec Mambiram Diouf.
aujourd'hui l'accès à la publicité. Parce que la publicité n'est pas seulement la vente des produits, le fait de dire aux paysans qu'il y a de l'engrais disponible, l'engrais organique disponible quelque part, c'est de la publicité. Le fait de dire aussi aux autres Sénégalais qui ne sont pas forcément dans les villes de tel produit existe, c'est de la publicité. Nous dire que les documents sont exclus de publicité, c'est comme si on dirait aux autres Sénégalais que vous ne devez pas accès à l'information. Et donc ça, c'est une violation flagrante de l'article 8 de la Constitution du Sénégal. Et donc c'est des dispositions auxquelles nous pensons que le Sénégal, avec le ministère, nous devons nous s'asseoir pour corriger ces manquements-là. Autre chose que nous déplorons aujourd'hui, on est en train de parler de parrainage, avec toutes les implications et les risques liés à ça. Et qu'on a des populations à l'intérieur du pays qui n'ont pas accès à l'information. Parce que souvent les gens, ils pensent que pour communiquer au Sénégal, il faut parler le français et le wolof. Mais il y a des communautés qui ne comprennent pas ça. Et malheureusement, les autres médias ne peuvent pas atteindre ces populations-là. Nous quittons Dakar pour le sud avec cette information qui nous est parvenue dans l'après-midi. Au moins 4 exploitants forestiers ont disparu depuis dimanche dans la forêt de Boutoupa Kamarakunda, une commune située au sud du département de Ziguinchor et qui est frontalière à la Guinée-Bissau. Ces exploitants forestiers, tous pères de famille, étaient dans la forêt à la recherche de fruits sauvages pour nourrir leur famille et préparer la Tabaski. L'armée a lancé des opérations de ratissage de la zone et la gendarmerie a ouvert une enquête. Je vous propose d'écouter les proches de ces pères de famille disparus. Leurs propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mondja. Je fais partie de ceux qui ont perdu leurs parents. Actuellement, on ne les a pas vus depuis le dimanche. Jusqu'à présent, on n'a aucune nouvelle d'eux. Ils étaient partis vers Kamarakunda, dans la forêt. Ils étaient partis chercher du Madgo pour nourrir leurs enfants. Et parce que c'est des responsables, c'est des pères de famille. C'est ça qu'ils font, quoi. Ils ont des vélos chaque jour, chaque matin, tôt. Ils vont à la brousse. Le soir, ils reviennent, oui. Mais actuellement, on est très inquiets. On est surtout à Loire ici. On a 2 personnes qui habitent à Loire. L'autre, c'est Boutout et l'autre, c'est Tilène. Actuellement, tout le monde est inquiet. On est inquiet. On a informé l'armée depuis le jour du dimanche, le jour qu'on ne les a pas vus. On avait aussi à partir de la gendarmerie. On a fait là-bas des déclarations. On n'a rien, on n'a aucune nouvelle. Personne, si tu les appelles, tu ne reçois personne. Eux, ici, on n'a pas appelé. C'est très inquiétant, quoi. On dit solennellement que le gouvernement nous aide. Et nous quittons le Sénégal pour un petit tour dans un pays frère, le pays de la Lagune ébriée, avec cette information qui concerne l'amnistie de Simone Gbagbo. Après une lourde sentence, pour rappel, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire a été condamnée en 2015 à une peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. L'épouse du président Laurent Gbagbo était citée dans les violences post-électorales de 2010 et 2011, des violences qui ont causé plus de 3000 morts. Fatidien revient sur la descente aux enfers de celle que les Ivoiriens surnommaient la Dame de Fer. Madame Simone Gbagbo. Son amnistie annoncée hier par le président Ouattara, Simone Gbagbo va recouvrer la liberté après près de 4 ans derrière les barreaux. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire purge depuis 2015 une peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État dans le cadre de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Crise qui a enregistré quelques milliers de morts. L'épouse du président Gbagbo n'a jamais reconnu aucun des chefs d'inculpation. Elle n'a jamais reconnu non plus la victoire d'Alassane Ouattara. La descente aux enfers de celle que les Ivoiriens surnomment la Dame de Fer a commencé en 2011. Le 11 avril de la même année, combattants pro-Ouattara et militaires français ont fait irruption dans le sous-sol du palais présidentiel à Abidjan. Le couple Gbagbo est arrêté. Les violences post-électorales aussi. Le couple a failli se faire lyncher par une foule très en colère. Les images de Madame Gbagbo, tresse défaite, regard vide, derrière son époux impuissant, avaient fait le tour du monde. Quelques jours plus tard, elle a été envoyée à Odjéné en résidence surveillée. Son procès a duré 2 mois. Un procès fleuve au cours duquel le tribunal a jugé 79 personnes. Simone Eivé Gbagbo est née en 1949 près de Grand-Bassam, à l'est d'Abidjan. Étudiante, elle s'est spécialisée en linguistique et histoire, tout en se passionnant dès le lycée pour le militantisme syndical et politique. Au début des années 1980,
Elle a fondé avec Laurent Gbagbo l'embryon de ce qui deviendra 7 ans plus tard le Front populaire ivoirien. Simone a soutenu son mari dans son accession à la présidence en 2000. Le couple Gbagbo s'est marié en secondes noces en 1989. L'amnistie de Simone Gbagbo, une décision exceptionnelle qui ouvre au président Ouattara les portes de l'histoire. Selon le consultant Adama Gueye, l'auteur de la Nouvelle Afrique pense que la libération de l'ancienne première dame va contribuer à apaiser la tension en Côte d'Ivoire. Il invite les chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir à s'inspirer de cet acte. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Chérif Dia. C'est un discours exceptionnel, le type de discours qu'on aimerait souvent voir les dirigeants africains prononcer à des moments clés dans l'histoire de leur pays. Le fait qu'il ait fait appel à la sagesse en indiquant que le moment est venu pour lui et d'autres de passer le témoin à une autre génération de leaders en 2020, cela indique d'une part que lui ne sera pas candidat en 2020 et d'autre part, il réduit la tension prévalente en Côte d'Ivoire. D'autre part, en libérant 800 personnes dont Mme Gbagbo, il tend la main à l'opposition, accepte le principe que le conseil électoral qui va surveiller les élections soit élargi et réformé. Et tout cela montre que Ouattara a compris qu'au-delà des infrastructures physiques, qu'au-delà du matériel, des briques et autres, une nation, c'est un pacte social, c'est des valeurs partagées, c'est des valeurs immatérielles et intangibles, et c'est sous ce rapport-là qu'il a véritablement marqué le coup, et d'une certaine manière, il sort par la grande porte. M. Ouattara leur a montré la voie à suivre. Il faut que ce soit Condé, que ce soit Aziz, que ce soit Kabila et autres, comprennent qu'à un moment donné, comme disait Senghor, il faut savoir quitter une table sans se retourner. Voilà la libération de Simone Gbagbo, une nouvelle tombée tel un couperet en Côte d'Ivoire. Au Sénégal également, cette libération a été diversement appréciée par les ressortissants ivoiriens vivant ici à Dakar. Pour les personnes interrogées, en tout cas dans la grande majorité, eh bien c'est un grand bond vers la réconciliation nationale. Ibou Diouf. Au Sénégal aussi, les fils de la Côte d'Ivoire ont tenu à marquer l'événement, la fête de l'indépendance célébrée à Dakar. Cette année, l'amnistie de Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président ivoirien, fait l'actualité auprès des Ivoiriens vivant à Dakar. Libérer quelqu'un d'une prison parce que vraiment, Mme Yves Gbagbo incarnait déjà une personnalité très puissante qui est dans le pays, qui est de la Côte d'Ivoire. Et comme ça, étant en prison, moi je pense que ça encore, c'est un acte qui est très fort. C'est une bonne chose, mais bon, je ne sais pas du côté des Ivoiriens qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais comme c'est la politique qui a décidé de la libérer, donc je trouve que c'est une bonne chose. En plus, ils ont leur raison. Ils ne font rien au hasard. À chaque fois, ils ont une idée derrière la tête. Pour ces Ivoiriens, l'amnistie de l'ancienne première dame, Simone Gbagbo, qui purge une peine de 20 ans de prison, peut avoir un impact positif dans la réconciliation nationale. C'est un bon processus de réconciliation qui démarre. En particulier pour la Côte d'Ivoire, vraiment, on pense que voilà, ça va réconcilier toute la population et puis ça permettra d'aller de l'avant. Voilà pourquoi pas, ça peut à un moment donné aussi apaiser un peu la tension, mais on demande encore plus au président Alassane de pouvoir encore faire plus, parce que je sais qu'il a la capacité de le faire, c'est un homme sage et je pense qu'il arrivera. Voilà. En détention depuis 2015, Simone Gbagbo est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. C'était dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011. Oui, c'est une nouvelle tout à fait appréciable, parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de ça. Les Ivoiriens ont besoin de se remettre ensemble pour faire avancer le pays, pour faire travailler le pays et aller de l'avant. C'est un pays qui a beaucoup d'avenir, qui a beaucoup de ressources, et il faut que les hommes de ce pays soient ensemble, main dans la main, pour travailler et faire évoluer l'économie de ce pays. À l'occasion de son discours de célébration de la fête nationale de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a décidé d'amnistier 800 détenus, tous poursuivis pour des crises en lien avec les événements de la crise post-électorale de 2010-2011. La sortie de prison de Simone Gbagbo est bien accueillie par ses Ivoiriens vivant à Dakar.
Et ces ressortissants ivoiriens que vous venez de voir sur ces images se sont exprimés en marge de la fête de l'indépendance ivoirienne qu'ils ont tenu à marquer ici à Dakar en organisant une semaine ivoirienne, une initiative pour faire la promotion des produits ivoiriens et permettre aux Sénégalais de découvrir les richesses de leur terroir. Le lancement des festivités s'est fait en présence de plusieurs autorités, dont le ministre de l'intégration africaine et le chargé d'affaires de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Dakar. Je vous propose de les écouter tour à tour, toujours au micro d'Ibou Diouf. La fête nationale de la Côte d'Ivoire que nous fêtons chaque année, notre fête d'indépendance. Et aujourd'hui, le ministre de l'intégration africaine est venu couper le ruban et a déclaré ouverte la semaine ivoirienne de Dakar. L'objectif visé, c'est pour les bonnes relations qui lient la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il fallait initier une semaine ivoirienne de Dakar pour au moins vendre notre pays à nos frères sénégalais. Cette semaine qui est un moment fort d'intégration, à la fois industrielle, artisanale, mais également agricole de la Côte d'Ivoire. C'est un fort moment de brassage entre les peuples, mais également entre les acteurs du développement ivoirien. Voilà, la semaine ivoirienne qui se tient donc à la place du souvenir en marge de la célébration de cette fête dédiée à la Côte d'Ivoire. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire a été interpellé sur la nécessité pour les Sénégalais désormais de se munir d'un passeport pour se rendre en terre ivoirienne. Et selon Gogo Ablé, eh bien, cette décision fait partie d'une série de mesures prises par son pays pour renforcer sa sécurité et mieux contrôler la circulation des personnes dans l'espace sous-régional. Nous l'écoutons toujours au micro d'Ibou. Oui, c'est normal. Sur le plan diplomatique, c'est la carte, c'est le passeport diplomatique ou bien le passeport biométrique ordinaire qui est crédible. Parce que les cartes d'identité, on peut les faire un peu partout. Or, le passeport biométrique ordinaire ou le passeport biométrique diplomatique, ça, il faut s'enrôler et la photo est directement intégrée sur le passeport. On ne peut pas falsifier. Or, la CEDEAO décide de quelque chose pour le bien-être des populations de la sous-région. On s'adapte. Hein. Illustration, un bijou au cœur de Diamniadio, une aubaine pour les basketteurs, handballeurs, volleyeurs. Ici, rien n'est négligé. Au niveau de l'entrée principale du Dakar Arena, comme vous pouvez le voir, on a un système de sécurité qui permettrait d'avoir un contrôle d'accès par rapport aux spectateurs. La zone où nous sommes est considérée comme l'entrée principale des spectateurs. On a prévu des salles de prière à ce niveau, hommes et dames, avec des ablution rooms. On est entré dans la zone team, la zone sportive des joueurs. Là, on a la salle de contrôle antidopage. Au niveau du corridor des 6 vestiaires, parce que dans ce complexe sportif multifonctionnel, on a en tout 6 vestiaires. 3 pour les hommes et 3 pour les dames. L'édifice réserve également un espace de confort aux chefs d'État et à d'autres illustres personnalités. À partir de ce niveau, on entre dans le lobby VIP. Et comme vous pouvez le voir, l'accès VIP est déjà avant. Les VIP vont accéder à partir de ce niveau. Et là, on a le lobby avec un certain nombre de commodités en termes de salons aménagés, mais également des tables qui peuvent être utilisées. Notre visite guidée s'achève dans cette salle, une première au Sénégal. Une salle avec un aire de jeu de 180 mètres carrés respectant à la lettre les normes de la NBA. L'édifice en tant que tel est bâti sur 3 étages cassants, mais l'aire de jeu spécifique a des dimensions, a une superficie de 180 mètres carrés parce qu'elle a 60 mètres de longueur sur 30 mètres de largeur. Cependant, pour une telle réalisation, l'État a casqué fort. Pour le coût du projet, elle avoisine les 66 milliards. Le chef de l'État procédera à l'inauguration de Dakar Arena ce mercredi, un joyau qui peut également accueillir d'autres manifestations extra-sportives.
Un joyau qui n'a rien à envier aux infrastructures des pays développés. Dakar Arena, le complexe sportif de 15 149 places, fait partie de l'implantation de 3 infrastructures au coût de 96 milliards de francs CFA au pôle urbain de Diamniadio. Multifonctionnel, Dakar Arena constitue une aubaine pour le sport sénégalais, en l'occurrence le basketball et le handball. Un reportage signé Chersali Boudjara. Au pôle urbain de Diamniadio, l'infrastructure joyau architectural Dakar Arena, par la qualité de ses équipements, fait entrer le sport sénégalais dans la modernité. C'est une infrastructure qui nous a coûté 96 milliards avec l'hôtel Radisson, de même que le centre des expositions. Il faudra dire à cet égard qu'au-delà de la réalisation, mais également c'est la conception, la réalisation, mais également l'équipement. Vous avez trouvé là un complexe sportif prêt à l'emploi, qu'on pourra utiliser dès demain pour recevoir les grandes compétitions internationales. Dakar Arena, avec cette tribune à 2 niveaux, présente un plateau multifonctionnel. Le complexe sportif de Diamniadio, Dakar Arena, comporte 15 149 places, précisément, avec des chaises télescopiques, mobiles et fixes, qui vont assurer, disons, sa vocation multifonctionnelle. Bâti sur 2 niveaux de gradins, comme vous le constatez vous-même, avec des matériaux de haute gamme, de grande qualité, qui en font, disons, un joyau de grande envergure. Au-delà du sport, il faudra retenir que le complexe sportif multifonctionnel de Diamniadio est capable de recevoir les disciplines sportives telles que le basket, le volleyball, le handball, le tennis, la boxe, mais également les grandes manifestations religieuses et artistiques. Le complexe sportif, une bouffée d'oxygène pour bon nombre de disciplines, en particulier le basket et ses pratiquants. Il n'y avait plus ici dans ce pays une infrastructure de basket qui répondait aux normes. Donc la construction de cette infrastructure va régler ce problème déjà. Donc, la satisfaction est double et multiple. Le rayonnement du Sénégal via l'organisation de grands événements sportifs, c'est désormais une possibilité avec Dakar Arena. La sauvegarde du standing de l'infrastructure, par ricochet, un devoir. Et nous terminons avec du basketball. La feuille de route de l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal en vue de la Coupe du Monde d'Espagne 2018 est dévoilée. C'est une préparation composée de 3 stages, des stages qui débuteront le 17 août prochain selon le directeur de la haute compétition, Souleymane Boun Daouda Diop, que je vous propose d'écouter au micro de Chersali Boudjara. Nous sommes tombés d'accord sur tous les aspects de la préparation qui va d'abord se passer à Dakar, ensuite se continuer en France pour se terminer à Tenerife. Donc nous sommes tombés d'accord sur les grands axes et nous allons dès demain mettre sur la table du ministre la fiche technique pour sa prise en charge par le ministère des Finances. Le mouvement du basket va démarrer du 17 août au 6 septembre à Dakar. Ensuite, le 6 septembre, on va aller en France pour une préparation et terminé par Tenerife, là où se passera le championnat du monde. Et puis juste avant de se quitter, cette note de nécrologie, le producteur Babacar Lo s'en est allé, connu pour son investissement dans la culture. Babacar Lo s'était signalé dans les années 2000 avec de grandes productions, notamment avec Mbaye Dièye Faye ou encore Dabasey et plusieurs autres artistes. Il était le propriétaire de la boîte Via Roma, il était également le propriétaire du studio Nongolo, en retrait depuis quelques années pour cause de maladie. Bien, Babacar Lo a tiré sa révérence hier et a été enterré à Touba ce matin. Nos sincères condoléances à toute sa famille et aussi au monde de la culture. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0 heure. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Excellente soirée. À demain.